Boker Tov, Maxime Pérez, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter une actualité sécuritaire, on va le dire extrêmement tendue, il faut bien l'avouer. D'abord, nous allons commencer par ce dossier. En Judée, en Samarie, on le constate depuis maintenant un peu plus d'un mois avec l'assassinat du Rav Razi El-Shevar il y a un mois et l'assassinat du Rav Itamar Ben-Gal. On sent un regain de tension sécuritaire. L'armée israélienne, pas plus tard que ce matin, a déployé plusieurs bataillons en renfort dans la Judée et la Samarie. Est-ce qu'il faut craindre, après ce à quoi on a assisté également, des manifestations à Naplouse en pleine nuit lors d'une opération israélienne, est-ce qu'il faut craindre un regain de tension et voire même un soulèvement de la population palestinienne après ces dernières semaines ? Écoute, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est dans une dynamique d'escalade qui est également liée aux problèmes que rencontre actuellement l'autorité palestinienne avec un président Mahmoud Abbas qui semble véritablement cette fois en fin de cycle complètement isolé sur la scène internationale, notamment après ce qui s'est passé, la crise qui actuellement l'oppose à l'administration Trump aux États-Unis. Et cette situation fait qu'il a tendance à lâcher du lest sur le terrain, pas lui mais ses forces de sécurité. Ce qui fait qu'évidemment les violences sont moins contenues que d'habitude, qu'on laisse plus les jeunes en découdre avec l'armée israélienne, qu'on laisse aussi des cellules librement se préparer pour mener des attentats. Et on a eu, vous l'avez vu, plusieurs attaques ces dernières semaines, 2 Israéliens tués. La dernière attaque en date a eu lieu donc dans cette localité d'Ariel, et l'armée qui pour l'instant applique le principe de précaution en déployant plusieurs bataillons d'infanterie supplémentaires, notamment dans le secteur de Naplouse, dans la région de la Samarie. Oui, et je le disais tout à l'heure, il y a eu aussi, il y a 2-3 nuits, une forme de manifestation assez violente des Palestiniens contre des unités de Tzahal qui étaient en pleine opération militaire, qui étaient en train de rechercher l'assassin justement du Rav Itamar Ben-Gal. Est-ce qu'on ressent un peu plus, on va dire, de témérité de la part, entre guillemets, de la part des Palestiniens aujourd'hui face aux forces de sécurité israéliennes ? Oui, il y a une volonté d'en découdre, il y a une situation qui, selon eux, n'avance pas, il y a une frustration permanente qui est aussi alimentée évidemment par le discours de l'autorité palestinienne, par ces incitations que l'on dénonce souvent côté israélien. Et si vous voulez, à partir du moment où il n'y a pas d'interposition, il n'y a pas ces forces de police palestinienne qui empêchent les jeunes, par exemple, de s'approcher de points de friction, de checkpoints, de positions de l'armée israélienne, eh bien, tout peut aller très vite. Je vous rappelle que habituellement, il y a une coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne qui permet à Israël, sur la base de renseignements concrets, d'intervenir dans les villes et les villages sous contrôle de l'autorité palestinienne. Et en vertu de ces accords qui datent de l'époque d'Oslo, eh bien, normalement, les policiers palestiniens doivent rentrer dans leur caserne, mais ils doivent aussi, dans le même cadre, empêcher toute violence dans le cadre de ces opérations, puisqu'ils sont alertés de ce qui se passe et que, en général, quand Israël agit dans les villages et dans les villes palestiniennes contre des cellules terroristes, il en va aussi de l'intérêt de l'autorité palestinienne qui, voit à travers ces opérations, malgré tout, la possibilité de maintenir une certaine stabilité, oui, de stabiliser son autorité qui est souvent menacée, vous le savez, par des cellules islamistes comme celle du Hamas, du djihad islamique, qui n'en rêve que d'une chose, c'est de renverser le pouvoir de Mahmoud Abbas. Alors hier nous étions en ligne avec un habitant de Har Bracha qui lui s'insurgeait contre le fait que la circulation des Palestiniens est devenue extrêmement facile sur les routes de Judée et Samarie, et il a demandé, et je pense qu'il n'est pas le seul parmi les habitants juifs de Judée et Samarie à demander le rétablissement de barrages. Est-ce que on envisage au sein de Tzahal aujourd'hui de durcir le ton, de dresser justement des barrages pour rendre la circulation d'éventuels terroristes plus difficile ? Non, je crois pas. Je pense qu'on est sorti de cette dynamique-là de présence massive, dissuasive sur le terrain, à travers notamment ces checkpoints improvisés qui étaient extrêmement nombreux, notamment au moment de la seconde intifada. Aujourd'hui,
cette présence militaire est beaucoup plus tactique, avec des positions qui ont été établies à en des points stratégiques, comme des carrefours où peuvent se croiser des automobilistes israéliens et palestiniens, ou dans des secteurs comme autour de Naplouse, où vous avez plusieurs implantations juives qui peuvent à tout moment être la cible de cellules terroristes. Mais l'idée d'Israël, c'est toujours de, malgré tout, maintenir autant que possible une certaine coexistence entre les deux populations, de ne pas, parce qu'évidemment, pas de punition collective aussi. Visible, plus il y a de fouilles et plus cela peut être vecteur de tension. Alors, ça, c'est pour la Judée-Samarie, qui, on va dire, géographiquement est plus proche du centre du pays, de Jérusalem, de la métropole de Tel Aviv, mais bien plus au nord, c'est-à-dire le long de la frontière israélo-libanaise. Et là aussi, on assiste à un regain de tension de la part du Hezbollah. On a le sentiment, et ce sont les estimations de certains responsables sécuritaires, que le Hezbollah est de plus en plus entreprenant, qu'il est en train d'être doté par l'Iran de missiles de plus en plus précis qui pourraient bien menacer la sécurité de l'État d'Israël. Et on a vu le cabinet restreint pour la sécurité nationale se déplacer jusque le long de la frontière israélo-libanaise. Est-ce qu'on doit redouter, à votre avis, aujourd'hui, une tentative du Hezbollah d'envenimer la situation aujourd'hui pour des raisons internes liées à la situation au Liban, ou bien peut-être le Hezbollah aujourd'hui est encore meurtri par sa campagne en Syrie? Écoutez, il y a deux aspects. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'ivresse de la victoire. Le Hezbollah, avec le régime d'Assad, a repris totalement le contrôle de la situation en Syrie. La victoire est proche pour ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance, à savoir cette alliance que constitue le régime d'Assad, l'Iran et le Hezbollah, qui sont parvenus, qui sont en train d'anéantir les dernières poches de rébellion en Syrie. Et aujourd'hui, le Hezbollah prépare déjà l'étape d'après, prépare son retour au Liban, probablement aussi dans une certaine mesure à la frontière israélienne. Il prépare aussi l'échéance d'élections législatives au Liban qui se tiendront le 9 mai prochain. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à travers les différentes menaces qu'il envoie à Israël, des messages extrêmement belliqueux à propos des champs de gaz en mer, oui, des gisements gaziers que revendique le Liban, à propos de cette barrière, ce mur de sécurité de 7 mètres qui est en train d'édifier Israël pour se protéger d'éventuelles infiltrations. Il veut se poser en protecteur de l'État libanais pour pouvoir véritablement se placer lors des prochaines législatives, où selon certaines estimations, le Hezbollah et ses alliés pourraient rafler jusqu'à 70% des sièges du Parlement, pourraient assister à un véritable tremblement de terre dans la région au mois de mai prochain. Et c'est une situation qui pourrait être extrêmement délicate à gérer pour Israël, au moins aussi délicate que l'est aujourd'hui cette question des missiles développés, des missiles de précision développés par l'Iran sur le territoire libanais, et sur lesquels Israël semble pour l'instant très démuni. Alors, on l'a entendu de la part du ministre israélien de la Défense, les menaces sont très précises concernant le Liban. Les Israéliens rendent le Liban responsable de tout ce qui pourrait se produire, y compris de ce que le Hezbollah pourrait commettre. C'est un peu le même scénario que ce qui s'était produit il y a 12 ans au moment de la seconde guerre du Liban. On peut, à votre avis, retrouver ce même cas de figure? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Israël ne fait plus la différence entre le Hezbollah et l'État libanais, notamment parce qu'aujourd'hui, à la tête du Liban, vous avez un homme qui s'appelle Michel Aoun, qui est un chrétien, qui était un ancien opposant des Syriens et qui a aujourd'hui épousé la cause de l'Iran et du Hezbollah, qui a en quelque sorte vendu le Liban à l'Iran et au Hezbollah pour pensant certainement qu'il protégerait ainsi la communauté chrétienne qu'il représente, et en réalité pour beaucoup il est perçu comme un traître. Et pour Israël, cela permet en tout cas de faire l'association entre le Hezbollah et le Liban, et même l'armée libanaise, puisque le Liban le président libanais donne littéralement carte blanche au Hezbollah pour défendre la frontière sud du pays avec Israël. Il considère que l'armement du Hezbollah est légitime, et quand il parle de cet armement, ce sont évidemment cet impressionnant arsenal de missiles. Et il y a certainement aujourd'hui une volonté de la part des Libanais de bouleverser un petit peu l'équilibre des forces,
Et ce discours très belliqueux des autorités libanaises, eh bien, il est tout à fait nouveau. On l'a jamais entendu de la part des autorités de Beyrouth, et cela prouve peut-être que de plus en plus le Hezbollah est en train de prendre l'ascendant à la fois sur le terrain, mais également sur le terrain politique au Liban. Alors, ça semble un peu paradoxal, parce que si le Hezbollah prend l'ascendant, comme vous le dites, c'est à travers le Hezbollah, c'est bien entendu l'Iran qui est plus présent dans cette région, et également en Syrie. Et d'ailleurs, il faut rappeler que l'armée israélienne, selon les publications étrangères, a bombardé un centre de recherche scientifique de la Syrie, dans lequel apparemment là aussi, eh bien, on utilise des technologies pour construire pour produire des armes sophistiquées qui sont ensuite dirigées vers le Hezbollah. Mais on a le sentiment que la Russie, qui reste tout de même le maître à bord, en particulier en Syrie, eh bien, veut tempérer un peu cette influence iranienne. Poutine en a parlé avec Benyamin Netanyahou la semaine dernière. Est-ce que effectivement il y a, on ressent, on n'a pas le sentiment de ressentir ces efforts des Russes de tempérer ou de limiter l'influence iranienne? Je me trompe? En tout cas, c'est la seule carte aujourd'hui que peut jouer Israël, puisque le seul acteur avec lequel les Israéliens peuvent communiquer aujourd'hui et exposer leurs problèmes, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Ce qu'on peut souligner, c'est qu'en septembre dernier, la première fois que les Israéliens se sont inquiétés de l'existence de ces usines de production de missiles de précision sur le sol libanais, Benyamin Netanyahou est tout de suite parti à Sotchi rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il semblerait qu'après cette rencontre, il y aurait eu un arrêt des activités iraniennes sur le sol libanais, et que tout à fait récemment, ces activités ont repris, peut-être encore une fois à la faveur du renversement de la situation militaire en Syrie, favorable à l'Iran et au régime d'Assad et au Hezbollah. Et c'est peut-être pour cette raison que de nouveau les Israéliens tirent la sonnette d'alarme. C'est peut-être pour cette raison que de nouveau Benyamin Netanyahou s'est rendu pour une visite express à Moscou pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, il n'a guère que cette carte et peut-être la menace d'une guerre extrêmement destructrice qui serait portée au Liban pour tenter de réveiller à la fois la Russie et la communauté internationale, qui pour l'instant semble assez indifférente à ce problème, ou peut-être même tout simplement impuissante, parce qu'aujourd'hui elle n'a plus autant d'aura au Liban que ça n'était le cas il y a quelques années. Je parle notamment de la France, qui a aujourd'hui beaucoup de mal à se faire entendre au Liban. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup d'avoir décrypté de manière extrêmement concise, mais très précise et passionnante, la situation tendue qui règne actuellement, donc tant en Judée-Samarie qu'aux frontières nord de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée. Bonne journée, Daniel. Shalom, shalom. Voilà, il est 8h23 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et le jingle, et Eliana Gurfinkel, sa chronique Un jour notre histoire, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sera consacrée à Martin Buber.